il lui envoie un voice sur Slack et lui dit écoute, j'aimerais que tu ailles nettoyer la cuisine et que tu nettoies les verres et tout. Comment ça se fait que j'ai pas encore été payé et tout? Il dit écoute, appelle Marvin, donc déjà je suis toujours joignable. Et ensuite de ça, il dit ça fait 3 mois que lui il est pas payé. Plus t'as une vie compliquée, plus en réalité t'es béni, et plus la personne que tu dois devenir va être forte pour pouvoir affronter le monde. J'ai un somme personnel, je prends un gars qui est plus jeune que moi, qui a fait mieux, je vais lui dire ah putain, bien joué. Il était nul. Tu lui as envoyé la balle, genre la balle littéralement elle rebondissait sur son pied, tu vois. J'étais peut-être 100 000 fois meilleur que lui en termes de qualité. Pourtant lui il a une carrière qui était beaucoup plus grande que la mienne. Moi je suis dans une famille où on était à moins 2000. Je suis né dans une famille endettée. Comment tu peux être jaloux de ça? C'était horrible. Genre c'était vraiment horrible, toutes les périodes par lesquelles je suis passé. Bienvenue dans le podcast Pouvoir illimité. Aujourd'hui nous sommes avec Marvin. Bienvenue à toi Marvin. Salut Arthur, tu vas bien? Ouais, super. Dans ce podcast, on a un seul et unique objectif. C'est déceler le pouvoir illimité de nos invités. Dans ce podcast, on va challenger Marvin pour savoir exactement quels sont les leviers qui lui ont permis d'atteindre le succès, le bonheur ou peu importe ce qu'il a obtenu aujourd'hui dans sa vie. Aujourd'hui, on va retirer un maximum de jus de cerveau de Marvin et ça va pouvoir vous inspirer afin de vivre la vie que vous souhaitez. Allez, c'est parti, on démarre. Alors, c'est parti avec le démarrage. Marvin, j'ai 13 questions pour toi. Ok. Et l'objectif, c'est que tu répondes en un mot ou en une phrase. Okay. Donc, parfois, je te le rappellerai parce que parfois, quand je te pose des questions, on perd un peu. Mais voilà. La première, c'est en un mot, qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin? La liberté. Très bon. Quelle est ta plus grande fierté, professionnelle ou personnelle? Ma famille. Quel est un livre, une citation ou un mentor qui a changé ta vie? Plus malin que le diable. Très bon. Si tu devais résumer ton parcours en une seule leçon, laquelle ce serait? En une seule leçon, dire un truc bateau, mais je veux dire croire en soi. En fait. Cool. Quel est ton plus grand objectif ou rêve dans la vie? Arriver à essayer d'être le plus complet possible sur tous les aspects de ma vie. Donc, faire un truc simple, c'est être bien sur le plan personnel, professionnel et moi. En fait, j'ai divisé, c'est un peu long à la réponse, mais j'ai divisé entre ma famille et moi, qui sont deux entités totalement différentes. Par exemple, tu vois, être en forme physiquement et avoir une bonne famille, bah, essayer d'avoir les deux. Donc, je dirais essayer d'être le plus complet possible. Ok, très bon. Comment? Si ton histoire était un livre, quel serait ton titre? Alors, je sais que t'as un livre. On va prendre ces livres-là. C'est une très très bonne question. Il ne savait pas que c'était possible, alors il l'a fait. Très bon. Si tu pouvais changer une seule chose dans ton industrie ou dans ton domaine, qu'est-ce que ce serait? Je ne sais pas. J'ai pas de réponse parce que c'est la fiscalité. Quoi, t'es pas à Dubaï? Non, on reste en Belgique. Ok. Quelle est une idée ou une croyance que beaucoup partagent, mais que toi, tu remets en question? Que toutes les relations ne sont pas des intérêts. Très bon. Si tu pouvais dire une seule chose à l'humanité entière, ce serait quoi? Ne sous-estimez pas le pouvoir des pensées. Qu'est-ce qui te différencie des autres selon toi? Focus et détermination. Comment tu te présenterais en quelques mots sans parler de tes réussites professionnelles? Un gars sympa qui aime la vie. Là, génial, ça me va. Super, on passe sur cette deuxième partie du podcast où là, on va être un peu plus chill et on va débattre. L'idée, c'est que tu sélectionnes une citation Ok. au hasard. Tu peux la lire à haute voix quand tu l'as pris et puis on en débat en mode vraiment tranquille. J'ai hâte de... Avant. Ne regrettez jamais votre passé. Embrassez plutôt comme l'enseignement qui lui l'a représenté. Ok. Let's go. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'inspire, cette citation? Qu'est-ce que ça m'inspire? Bah écoute, justement, tu sais que je regrette pas du tout. Là, je reviens du Sénégal et je regrette pas du tout mon passé. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie au Sénégal, dans ma vie, tout sur Terre. Combien de temps? T'es né là-bas ou... Non, je suis pas du tout né là-bas, je suis né en Belgique, mais j'ai eu mes parents, en fait, qui, pendant plusieurs phases de leur vie, ont voulu habiter là-bas. J'ai passé aussi, je pense, comme beaucoup d'enfants étrangers, 2-3 mois là-bas. Mais tu sais, ça va vite, toi, tu fais ça 4 années d'affilée, t'as passé un an de ta vie au Sénégal. Et du coup, en gros, je disais justement, je sais pas combien j'ai eu la chance d'avoir accumulé plein de choses dans ma vie, mais je sais pas, je crois que je donnerais vraiment tout, si ce n'est ma femme et mon fils, pour revenir du coup à la période de cette enfance-là de ma vie. Parce que ouais, j'avais pas d'argent et c'était pas comme maintenant, mais l'argent n'a jamais été un truc qui a joué significativement sur mon bonheur. Et je regrette de ne pas avoir plus profité de ces périodes-là en vrai. En vrai, je pense que c'est ça le vrai truc. Mais pas d'autres choses, quoi. C'est ça. Là, tu y retournes toujours, hein, tu viens d'y aller. Pourquoi tu y retournes? Il y a une raison précise? La première raison, c'est que mon père est enterré là-bas. Donc, c'est important pour moi, pour ma famille actuelle qui ne le connaît pas et qui ne l'a jamais connu, donc qui sont ma femme et mon fils, de créer une connexion. Donc, ça, c'est hyper important.
et je veux pas qu'on l'oublie, en fait. Donc ça, c'est plus la première raison. Ensuite, derrière, j'ai des affaires sur place, qui sont donc la suite des choses. Et c'est un endroit sur Terre où je suis particulièrement paisible. Ma femme, elle me dit, c'est le seul endroit où j'ai l'impression que t'es quelqu'un de normal. Ok. Tu vois, et ce qui est assez marrant, tu vois. Donc, Qu'est-ce qui te rend paisible selon toi? écoute, je pense que c'est un endroit dans ma vie où j'ai jamais eu la pression. Hmm. Donc, on s'est vu là-bas l'année passée, donc voilà, c'est pas un endroit, c'est un endroit dans ma vie où j'ai jamais, en fait, je pense que c'est un endroit dans ma vie où j'ai jamais dû me mettre la pression, où j'ai juste pu être moi. Tu sais, j'ai des entreprises, j'ai un groupe d'entrepreneurs, euh, et tu sais, la spécificité de ce groupe, c'est qu'il n'y a pas de religion, Hmm. il n'y a pas d'ethnie, il n'y a rien en fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu, j'ai dû en fait changer de personnalité par personne qui est en face de moi. Hmm. Et au Sénégal, pourquoi je reviens sur ça? Au Sénégal, en fait, je peux être moi. Ok. Et en fait, c'est un des seuls endroits sur Terre où mon nom n'est pas un problème. Donc, mon nom de famille, les gens savent le prononcer correctement. Ok. Ma personnalité est aussi OK. Et en gros, je pense que c'est un des seuls endroits où je dois pas jouer de rôle, en fait. Tu sais, quand on est aussi en Belgique, en France, peu importe où on doit toujours, même aux États-Unis, on doit toujours jouer un rôle, s'adapter à l'interlocuteur qui est en face de nous. Hmm. Au Sénégal, je peux juste être moi. Et en fait, on s'en fout. Ouais. Ce serait peut-être un peu lié avec ce que tu disais que on n'a pas surjoué ou on n'a pas être quelqu'un d'autre. C'est vrai que moi, j'ai toujours été accompagné de beaucoup de personnes africaines parce qu'en fait, j'aime leur légèreté. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de hyper structuré, hyper dans le cadre et tout. Et chaque fois que j'étais avec des personnes d'origine africaine, nous, c'était beaucoup des Congolais en Belgique, en fait, je m'amusais énormément parce qu'en fait, eux, ils ont une légèreté extraordinaire qui fait que ça me faisait passer des bons moments. Et c'est vrai que quand je réfléchis, quand j'étais au Sénégal aussi, je me sentais juste bien. Il n'y avait pas de proposition. Les gens, ils se baladent tranquilles, nonchalamment, tu vois. Il n'y a pas de truc, putain, on a bossé, on a fait ça, on a fait ça. Et est-ce que ce sera un peu de ça aussi? Ouais, je pense que c'est clair. En fait, je suis énorme. Je pense qu'en fait, ce que ma femme veut peut-être dire, c'est que je suis énormément dans le contrôle, normalement. Hmm. Et que c'est égal, il n'y a pas trop de rôle parce qu'en fait, il n'y a pas de. Je me sens pas en danger. Enfin, ouais, je me sens pas en danger ou je me sens pas à devoir maîtriser des choses ou avec des pressions ou des deadlines, des choses, etc. Elle me dit, c'est le seul endroit. Des fois, tu prends 4-5 heures pour répondre. Elle dit, Mhm. enfin, Ouais. pour peut-être des gens, c'est normal. Pour moi, je suis quelqu'un d'assez assez vif normalement avec mon téléphone. Ouais. Et elle me dit quand tu pars d'habitude, etc. Donc, je pense que ouais, c'est mon équilibre en fait. Ok. Ouais, très bon. C'est marrant parce que d'ailleurs, quand j'ai dit à Tania, qui est ma fiancée, pour ceux qui ne savent pas, j'ai dit, ouais, je vais faire un podcast avec Marvin. Je dis, je lui ai envoyé un message, mais il m'a déjà répondu, tu vois. Et ma femme, elle me dit, purée, Marvin, il a des entreprises et tout. Il est certainement beaucoup plus occupé que la moyenne des gens. Mais les gens voilà, qui font rien de leur vie et tout ça, eux, ils vont prendre 3-4 jours à te répondre. Alors que Marvin, le gars, il a plein de trucs où il te répond très rapidement. Et on rigolait de ça dernièrement pour vous dire ce que c'était. J'essaye vraiment. Il y a deux choses qui me catégorisent. Tout à l'heure, tu m'as demandé deux choses pour me définir et j'ai pas trouvé les bonnes choses. La plupart des choses, la plupart des mots que les gens utilisent avec moi, c'est la bienveillance. C'est pas, je suis pas devenu bienveillant, c'est juste que j'ai 4 petits frères et en fait, bah, t'es constamment en fait dans la bienveillance quand t'as des petits frères. Donc voilà, en tout cas dans ma vision de ce que c'est qu'un frère. Et deuxième chose, c'est la rapidité en fait. Je m'arrive très vite et j'essaie d'être le plus réactif possible en fait. Parce que Ok. je trouve ça, comme disait Tania, moi, tu me réponds 3-4 jours après, j'ai plus envie de te parler. Ouais. Franchement, la vérité, parce que je connais des gens qui sont tellement occupés, bah, genre par exemple, on parlait de la personne qui habite dans le même endroit que toi, et il répond en fait, même si c'est 24 heures. Mais lui, c'est tolérable, tu vois, que c'est 124 heures, mais juste, ça me Ouais. fout. Donc, voilà. Première règle business de Andrew Tate. Ouais. Speed. La façon dont t'as raison, en plus, ce jeu, il a raison, les gens sont trop lents, c'est horrible. Ouais. Mais j'arrive, en fait, ce qui est fou, et je pense que ça va être le temps, et je pense que malheureusement, c'est que les gens n'arrivent pas assez à se faire. Et on arrive, tu vois, à le faire avec ce moment-ci, Mhm. c'est faire des blocs. Ouais. Et en fait, quand tu fais quelque chose, fais-le à fond. Tu vois, par exemple, je t'ai demandé ça dure combien de temps, comme ça, je suis off, je suis avec toi. Je suis avec toi à 100%. Et les gens, en fait, ils veulent être avec toi, puis en même temps là, puis ils veulent boire de l'eau, puis ils veulent aller aux toilettes. Non, essaie de faire un truc, fais-le bien, fais-le pendant la période que tu as accordé, fais-le de la meilleure manière possible. Et ensuite, du coup, passe au sujet suivant, tu vois. Ouais. Mais il faut pas essayer de faire plusieurs choses en même temps. Ouais. C'est vrai qu'il y a un gros problème de focus aujourd'hui dans l'industrie. C'est horrible. C'est. Tu sais que ça m'attriste même pour les gens parce que je me dis, mais putain, ça doit être horrible. Ton projet, s'il prend pas directement t'as pas directement un peu de braise, un peu de feu, bah, c'est très compliqué de passer au sujet suivant. C'est très compliqué de trouver sa place aujourd'hui parce que t'as tellement d'opportunités que la persévérance, c'est quelque chose qui perd sa place aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement parce qu'il y a pas mal de personnes que je vois, ils ont un rythme de vie qui
qui est pas du tout drivé par quelque chose. Et du coup, ils vont se lever le matin, ils vont rien faire de spécifique, tu vois, ils ont pas de schedule ou je sais pas, ils vont pas prendre le temps de lire un livre pour faire de la croissance personnelle ou de s'intéresser à des choses. Ils vont en fait juste suivre la vie et faire ce qu'ils doivent faire finalement, mais sans jamais être conscient. Qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là et qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes-là qui ont ce rythme de vie? Alors, je vais peut-être t'étonner, mais quasiment, enfin, j'ai 2 trucs dans mon agenda aujourd'hui, c'est toi et un autre rendez-vous que j'ai juste après, à 16h, et j'essaye d'avoir un agenda vide tout le temps. Parfait. Alors, je pense que la majorité des gens sont des gens comme moi, donc qui n'ont pas d'agenda. Et moi, ce que j'ai plutôt fait pour combler ça, en fait, parce que c'est ça le but, en fait, c'est d'arriver à combler ces lacunes, c'est que j'ai tellement, en fait, de pression et de gens qui vont arriver dans tous les côtés, que ma journée va se dessiner toute seule vers mes objectifs, que j'ai déjà dit à ces gens-là. Donc c'est comme si, pour t'imaginer ça facilement, c'est comme si en fait, je sais que de toute manière, je dois perdre du poids et je dois aller au sport. Bah, dans mes contacts, dans les gens qui vont m'appeler dans la journée, je sais juste pas à quelle heure je vais aller au sport. Mais je sais que mon coach sportif va m'appeler 2, 3 fois pour me dire, faut que tu ailles au sport. Je sais que la personne qui va faire ma nourriture va la faire, etc. Et en fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est ce que je disais aux gens à l'époque, il y a très peu de gens qui arrivent à être très disciplinés. Toi, je sais que c'est ton cas. Ma femme, c'est son cas aussi. Euh, mais la majorité des gens sont pas disciplinés. Donc, ce que je dis, mettez des hacks dans votre vie. Par exemple, j'ai jamais de bonbons chez moi, j'ai jamais de sucre, enfin, j'essaye d'éviter des choses qui sont bêtes, tu vois. Je sais que je suis pas la personne la plus organisée du monde. Par contre, je sais que j'ai une parole envers moi-même et que si je me dis, je vais le faire, je vais le faire, tu vois. Genre, aujourd'hui, je dois encore aller au sport. Je me suis engagé vers mon associé. Je vais y aller, même si c'est à minuit, je vais y aller, tu vois. Et en gros, je pense que ce qui est important, c'est de placer des hacks et d'avoir, comme je dis toujours, je dis, tu peux mentir à tout le monde si ça te fait plaisir, mais essaie de jamais te mentir à toi-même. Complètement. Et donc, en fait, vu que je vais pas me mentir à moi-même, bah, en gros, j'ai mon engagement envers mon associé, je vais pas me mentir à moi-même, donc je vais faire quelque chose qui est difficile pour moi, oui. Donc, je pense que ça serait de placer des hacks et ne jamais se mentir à soi-même. Ouais, complètement. D'ailleurs, ça me fait penser, pendant que tu racontes tout ça, je me dis, ah ouais, purée, 2 rendez-vous sur une journée, c'est vraiment très stylé ça. Je t'avoue que moi, je suis plutôt dans une même philosophie. J'ai aussi un calendrier qui est très vide, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur et leader, surtout, notre rôle, c'est d'innover, c'est d'avoir le temps de réfléchir pour pouvoir aider nos équipes et aider nos entreprises à faire de la croissance. Je voulais pas rebondir là-dessus, mais je voulais te poser la question, toi, comment est-ce que justement, c'est quoi tes meilleurs hacks pour arriver à te libérer autant de temps? Je serais très curieux d'aller sur ces sujets de toi. Ouais, bah, écoute, déjà, par exemple, on m'a demandé de faire un truc tout à l'heure. Déjà, je réfléchis jamais à comment faire quelque chose, mais à qui je vais envoyer la balle pour le faire. Donc, je pense que ça, c'est c'est le premier truc. Donc, déjà, à qui je vais envoyer la balle, par exemple, Ok. tu vois. Donc, j'essaye jamais de faire de choses opérationnelles. Ok. J'essaye de faire des tâches à plus forte valeur ajoutée possible. Ouais. J'essaye de faire des choses que des gens n'aiment pas faire ou ne veulent pas faire, et de leur donner en fait des tâches beaucoup plus simples à gérer. Pour prendre un exemple concret, si à l'époque on faisait beaucoup d'achats-reventes immobiliers, moi je faisais la négociation parce que je sais que les personnes de mon équipe détestaient ça, et je faisais la vente parce que je sais qu'ils détestaient ça. Par contre, la négociation, c'est là où on prend la marge, et à la vente, c'est là où on la fait. Donc en gros, c'est là où on négocie la marge, pardon, et à la vente, c'est là où on la fait. Par contre, tout ce qui se passait au milieu, il fallait même pas m'en parler. Aller chez le notaire, faut pas en parler. Attends, le machin, faut pas en parler. Tous les trucs comme ça, faut pas en parler. Et je pense que, en fait, la délégation, c'est arriver à trouver le parfait équilibre entre les tâches qui te font pas chier et celles que tu aimes faire, et pareil pour tes équipes. Ouais. Tout en restant dans le respect et toujours la bienveillance, parce que, tu sais, je parle beaucoup de délégation parce que c'est une des choses qu'on vend avec Ultra, et d'apprendre aux gens à gérer un maximum, le mieux possible leur temps. Et souvent, ça peut être mal perçu. On a l'impression que les salariés sont les esclaves des entrepreneurs. Alors que c'est faux. Bien sûr. C'est faux. Enfin, c'est comme une relation homme-femme, c'est comme une relation d'amitié ici. C'est une relation d'intérêt, et l'idée, c'est d'aligner les intérêts de la meilleure manière. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, parce que l'entrepreneur ne sait rien faire sans les salariés. Bien sûr. Et les salariés ne sait rien faire sans l'entrepreneur. Exact. C'est un équilibre. C'est comme l'équilibre homme-femme, c'est comme l'équilibre fille-fille ou garçon-garçon. Et je pense que ça, c'est important que les gens comprennent, parce qu'il n'y a pas un qui est mieux. Vraiment pas. C'est juste des équilibres entre les deux. Et je pense, donc, pour revenir sur ta question, pour déléguer, je pense jamais à faire des choses opérationnelles. Ouais. Est-ce que tu peux partager quelques chiffres juste pour voir, pour comprendre la taille de combien de personnes il y a dans tes entreprises pour comprendre, parce que j'aimerais rebondir après sur des autres questions. Bah, sur la fin de l'année 2024, on a entre 125 et 150 personnes à l'intérieur. Ok. Et après, tu as tout de prestataires externes, etc. Enfin, donc,
qui voisinent autour, mais on va rester sur 125, 50 personnes. Parfait. Comment est-ce que tu arrives à gérer autant de personnes? C'est-à-dire, j'imagine que tu capitalises sur d'autres personnes qui gèrent eux-mêmes d'autres personnes. Mais est-ce qu'au début, toi, avant de créer cette première barrière avec ces premières personnes qui eux-mêmes sont des managers d'autres personnes, est-ce que toi-même, tu avais mis en place certaines choses? Est-ce que tu créais des SOP, des kits de travail pour tes équipes, etc., qui leur permettaient d'être autonomes et d'avoir la clarté sur ce qu'ils devaient faire et quand le faire? Et après ça, et deuxième question, comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour savoir exactement comment est-ce que les personnes du plus bas échelon dans tes entreprises fonctionnent et arrivent à obtenir des résultats? Je suis très curieux. C'est une super question. Alors, pour la petite anecdote, donc moi, je gère beaucoup de gens depuis quand même longtemps maintenant. Pour te donner un ordre d'idée, en 2021, j'avais déjà quasiment 50 personnes. Et pourquoi je dis ça? Ça veut dire que j'ai appris très tôt et très vite comment faire. Et on me rend compte que, en fait, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Ok. Et en fait, j'en ai conclu une chose. Un être humain normal ne peut pas gérer plus de, à mon sens, entre 5 et 15 personnes, tu vois, Ouais. à peu près. 5, c'est vraiment le minimum, tu dors un peu. Après 15, pour moi, ça m'a l'air d'être un maximum. Et quand je suis dans des périodes de 15 personnes dans day-to-day, c'est quand même assez usant psychologiquement et mentalement. Mhm. Euh, et donc, en fait, je pense que le meilleur équilibre, c'est de gérer à peu près entre 1 et 5 personnes, idéalement. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tu ne gères pas 125 ou 150 personnes. Tu en Ouais. gères 5, Ouais, tu c'est vois, ça. qui gèrent elles, etc., etc. Et comment on sait ce que les personnes font aussi bien au-dessus, au milieu, en dessous? En fait, on a des indicateurs de performance, Ok. tout simplement. On sait par exemple que quand je sais si mon livreur s'est levé à temps, etc. Alors, je ne le sais pas, tu vois. Enfin, je ne peux pas te dire aujourd'hui, lui, s'est levé à X. Par contre, si tu me demandes l'info, je peux l'avoir en 5 minutes. Je vais dans ce groupe-là ou dans cette information-là, je sais à quelle heure il a pointé, je sais à quelle heure la camionnette est sortie, je sais à quelle heure il a fait les points de vente parce qu'il y a des photos pour chaque point de vente qui a été fait, Ok. et je sais à quelle heure il est revenu, et à quelle heure il a dépointé, et je sais si l'usine a été fermée à temps ou pas. Ok. Donc en gros, il y a des indicateurs de performance, tu vois. C'est ça. Ça, c'est obligatoire. Mais je ne sais pas, je ne surveille pas ça au day-to-day. Mhm. Et de toute façon, en gros, tu sais, un problème, il fait que remonter tout le temps. Mhm. Donc si à un moment j'ai un problème avec mon pôle livraison, bah, je le saurai de toute façon assez vite parce que j'ai à avoir mes managers en bas qui vont se plaindre. Ok. Et donc ils vont dire, écoute, il y a un problème avec les livreurs, ils se lèvent pas, ils se marchent, etc. Et donc ça, là, je vais voir la RH. C'est que la RH n'arrive pas à faire son travail correctement. Si elle n'arrive pas à faire son travail correctement, soit je lui mets les outils en place pour qu'elle me fasse un travail correctement. Soit malheureusement, des fois, tu as juste des gens qui ne correspondent pas au rôle et il faut remplacer, quoi. Donc voilà. Mais avec le temps, maintenant, bah, en fait, c'est des choses que tu ne gères plus. Parce que tu sais, c'est comme tout, tu fais tes preuves et après, bah, en arrière, ça se fait tout seul. Les gens te font confiance, ils viennent tout seul. Donc c'est chouette, quoi. Ouais, très bon. Si tu peux donner un conseil, du coup, avec ton niveau de connaissance, comment est-ce que tu ferais aujourd'hui pour arriver à gérer, du coup, 5 personnes? Déjà, je pense que un truc qui est important, moi, je pense que pour ta garde rapprochée, pour les personnes les plus importantes qui sont à côté de toi, je sais que les gens n'aiment pas mélanger le pro et le perso, mais moi, pour moi, les gens qui sont à côté de moi, c'est aussi bien des amis que des personnes avec qui je travaille. Parce que, je prends un exemple simple, les personnes les plus importantes de mes équipes, il y en a, enfin, tout le monde est important, mais je veux dire, les personnes avec qui j'échange le plus de temps, Hmm. ouais, c'est des gens avec qui je peux aller à leur mariage, à qui je peux aller à leurs anniversaires, alors que moi, je suis anti ça, 100%. Ok. Parce qu'en gros, j'ai pas le temps en général, mais c'est des gens pour qui je ferai cet effort. Ok. Et pourquoi je te précise ça? C'est parce que les gens avec qui vont travailler avec toi, ça doit être des gens pour qui tu as des atomes beaucoup plus crochus que la fiche de poste et le salaire. Ok. Les gens proches de toi. D'accord. Parce que les autres, c'est moins grave, parce que c'est pas toi qui dois avoir ces atomes crochus-là. C'est les gens de ton équipe. Mais en tout cas, derrière, je pense que c'est important de capitaliser sur les liens humains et que c'est ça qui va faire que les gens vont se battre pour toi. Et d'ailleurs, les meilleures personnes de mes équipes, en général, c'est pas les gens qui techniquement sont les meilleurs, hein. C'est les gens avec qui humainement ça se passe le mieux, quoi. Ouais. Et après, si tu tombes sur quelqu'un qui est techniquement et humainement top, bah là, t'as le match parfait, quoi. Ça veut dire que toi, quand tu recrutes un talent, tu le recrutes surtout sur ses qualités humaines, avant ses compétences professionnelles? Alors, d'abord, je prends les besoins de l'entreprise, ça c'est essentiel. Et ensuite, derrière, ce que je serais prêt à faire, ce que je fais régulièrement, c'est faire des croix sur ce que je voulais à la base, parce qu'en fait, la personne, humainement, ça match très très bien. Humainement, je sens que, ok, ça peut matcher, en fait. Ok, il n'a pas ce truc-là que je voulais absolument, il manie pas Excel comme je le voulais, mais je sens qu'il a la détermination pour, je sens que si je délègue une partie de ce travail-là chez son collègue et je lui mets au contraire un autre travail, je suis maniable. Enfin, en fait, je suis agile. C'est ça. Donc j'essaye d'être adapté parce que le marché de l'emploi n'est plus ce qu'il était. Bon, moi j'ai toujours connu un marché de l'emploi un peu compliqué avec les startups, avec des employés un peu princesses. Donc j'ai toujours connu ça. Mais d'après ce que m'ont dit mes pairs sur les années précédentes, c'était plus simple.
Et donc, j'essaye d'être le plus agile possible pour composer et faire en sorte que les personnes qui travaillent avec moi soient les plus contentes possible, quoi. Mmh. Est-ce que tu mets de l'importance sur, ton leadership et le fait que tu es proche de tout le monde dans tes entreprises? Je mets beaucoup d'importance là-dessus. Maintenant, en gros, est-ce que je le fais de la meilleure manière? Je pense que je pourrais beaucoup m'améliorer. Mmh. Donc voilà. Parce que j'essaie d'être le plus proche possible. Mais c'est parce qu'en fait, tu sais, je pense que c'est juste des give back, mais des gens me font du bien dans mes boîtes. Donc en gros, j'ai envie de leur faire du bien aussi. Et moi, j'ai toujours essayé de faire du management par en dessous, jamais par au-dessus. Mmh. Donc d'être vraiment en train de, tu sais, je me rappelle d'une époque, peut-être 5 ans, 6 ans, quand on avait des problèmes au niveau des recrutements des plongeurs, parce que c'est les tâches les plus ingrates dans la boîte, ou le nettoyage. Bah, je disais à mes équipes, faites du bien aux clients, et moi, je vais faire la plonge et le nettoyage. OK. Parce qu'en gros, ben, au moins, ils doivent pas faire le travail de merde, tu vois. Exact. Ou le travail de merde selon un cuisinier, tu vois. Parce que moi, quand je bossais, j'adorais être à la plongée Ah. au truc parce que en fait, c'est l'endroit où tu peux le plus réfléchir. En fait, c'est des tâches monotones, tu vois. Ouais, Mais c'est un endroit. En fait, je pense que rares sont les gens qui font carrière dans la plonge ou dans le nettoyage. sûr. C'est possible, mais ça peut arriver. Mais par contre, moi, c'est des tâches que j'aimais bien faire parce que c'est des tâches en fait répétitives et dans lesquelles tu peux penser. Et moi, j'ai construit Fréchéo en étant la plonge du restaurant où je bossais. Mmh. Parce J'ai qu'en une gros, photo en tête. ouais. C'est ça. Parce qu'en gros, derrière, bah, ça me permettait de réfléchir. Mais dans leur tête à eux, ils se disent non, c'est le travail ingrat, je veux pas faire ça, etc. Et je comprends. Et je dis, bah écoutez, faites votre travail correctement. Ouais, moi, je vais faire le travail que vous aimez pas faire. Et c'est ça, en fait, pour moi, être leader. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pu bien se développer. Les gens savent que je suis disponible tout le temps. Les gens savent que, voilà, enfin, je travaille tout le temps. Donc, je pense que un leader, ça se dit pas, ça se montre. Vraiment à Exact. 100%. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai une anecdote sur exactement ce que tu viens de dire. Dans l'entreprise dans laquelle on est ici, Ok? quand j'ai incorporé l'entreprise, il y a un des actionnaires historiques qui a donné une mission à une de nos collaboratrices. Ok. Et la mission, c'était quoi? Je me souviens du message. Il lui envoie un voice sur Slack et il lui dit écoute, j'aimerais que tu ailles nettoyer la cuisine et que tu nettoies les verres et tout. Et quand j'entends ça, je finis une lecture qui s'appelle Les leaders se servent en dernier de Simon Sinek. Voilà. Tiens ta réponse. Et j'avais appris des super concepts dans cette lecture, évidemment. Et là, je l'appelle directement. Et je lui dis, écoute, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est plutôt comme toi tu fais qu'il faut réagir. C'est moi, mon collaborateur, je veux qu'il fasse pourquoi il est payé et ce dont il aime bien faire et ce dont il est bon. Moi, je lui ai dit exactement ce que toi t'as dit. C'est notre rôle d'aller nettoyer la cuisine ou de payer quelqu'un pour aller nettoyer la cuisine. Exactement. Et je me souviens qu'il m'a dit, ah non, mais je comprends pas comment tu fais. Moi, c'est mon employé, il doit faire ce que je lui dis. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai dit non, mais pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut l'idée. Pendant une conversation, il a compris. Et c'est marrant parce que 2 semaines après, j'avais établi tout un système d'amélioration de leur performance à chacun des employés et chacun des collaborateurs. Et on a eu un rendez-vous avec cette fille. Et à la fin, je lui dis est-ce que tu n'as rien à rajouter sur ce rendez-vous? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Est-ce que tu as quelque chose sur le cœur? Parce que nous, on est là pour toi. Et bah, si tu veux nous dire quelque chose, nous aussi, on doit s'améliorer. Et elle nous dit bah ouais. J'aimerais pas faire les trucs de meuf comme nettoyer la cuisine. Et il était là, l'actionnaire historique. Et du coup, il m'a regardé et après, on a discuté un petit peu et voilà, il a compris aujourd'hui, je fais plus ce genre d'erreur, mais Tu vois l'importance de. Ouais, pour moi, c'est ouais, vraiment, le leader, c'est en dernier. Moi, je me rappelle, tu sais, au tout début de Fréchot, ça arrivait qu'on payait en retard les salaires. Mais la personne qui payait les salaires, elle voyait que moi, ça faisait 3 mois que j'avais pas de salaire. Mais c'est vrai, mais ça joue. En fait, ça joue. sûr. Parce que quand les gens l'appellent pour dire, ouais, et comment ça se fait que j'ai pas encore été payé et tout, qui écoute, appelle Marvin. Donc, déjà, je suis toujours joignable. Et ensuite de ça, il dit, ça fait 3 mois que lui, il est pas payé. Donc, en fait, c'est pas qu'il veut pas vous payer, c'est pas qu'il est en train de vivre la vie d'artiste. Non, c'est juste que derrière, ben, lui-même, il galère. Donc, voilà. Et ça va arriver avec 2 jours de retard. Donc, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et t'as des gens qui ont la chance de pouvoir être toujours dans les timings. Et t'as des entrepreneurs qui, malheureusement ou heureusement, commencent avec rien. Et qu'au début, quand tu commences avec rien, bah, tu peux des fois avoir des mauvais mois, des mauvaises surprises. Et donc, il faut pas avoir peur de communiquer avec les gens et de toujours essayer d'être le plus transparent possible. Et je pense que vraiment, les gens t'en veulent jamais. Et j'ai des gens, au final, qui sont encore mieux avec toi une fois que ces périodes-là sont traversées parce qu'elles savent que dans le dur, comment tu réagis. Elles savent que tu coupes tout pour toi et que tu les mets, elles, en priorité. exact. Et je pense que c'est ça le Donc, il y a déjà eu des moments dans tes entreprises où c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que tu as dit à tes collaborateurs ou employés? Alors, moi j'étais mais j'étais beaucoup plus jeune. Moi, j'ai commencé à entreprendre, j'avais 20 ans. Donc, ça fait maintenant 7 ans. Moi, je montrais mes comptes. J'expliquais tout, hein. En fait, si tu veux, les gens savaient que j'étais là. Et moi, j'ai toujours été actif sur Instagram. Donc, en gros, j'ai toujours montré ce que je faisais, ce que je bossais, etc. Et tu sais, tu ne peux pas mentir aux gens de tes équipes. En plus, j'ai toujours eu directement 5, 10, 15, 20 personnes parce qu'il y avait
d'office directement beaucoup de mouvements. Et les gens savaient que j'étais là. Ils savaient que voilà, on galérait. Et écoute, voilà, des anecdotes que j'ai eues, c'est que j'ai eu par exemple la première fois qu'on a eu un jour férié. Mais tu vois, nous, en fait, ce qui se passe avec Freshio, c'est que c'est un business où tu es payé directement. Et puis ensuite, tous tes fournisseurs te font le crédit. On paye tout le monde plus tard. Donc tu me payes maintenant, je te livre dans les 4 jours. Et ensuite, derrière mes fournisseurs, je les paye dans 30 jours. Donc c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'ai un crédit. Ce qu'on appelle, j'ai un BFR négatif. Donc c'est chouette. Mais une fois que tu as épuisé le BFR, bah, chaque semaine, tu attends l'argent pour du coup payer tout le monde. Mais par exemple, j'ai eu la première fois, je recevais l'argent tous les vendredis, donc clôture les mardis. Et ben, vendredi, jour férié. Mais je dois payer les gens. Mais du coup, l'argent, il n'arrive pas, je crois que c'est en mai. Tu avais un vendredi et un lundi. Donc pas d'argent avant le mardi ou le mercredi. Ah ouais. Ah, tu vois, c'est la première fois où tu n'as pas d'argent et payer les gens au bon moment. Ok. C'est pas très grave. Mais 4-5 jours, pour des gens qui font peut-être des échéances, des crédits, etc., bah, ça peut créer des tensions. Bien sûr. Et je pense que du moment que je te dis que tu es honnête et transparent, t'as jamais et d'ailleurs, j'ai jamais eu de problème non plus avec mes actionnaires. Parce qu'en gros, même quand la boîte performait, ou que la boîte performait bien ou moins bien, bah, en fait, les mecs, ils savaient que j'étais carré, quoi. Ouais. Donc, y a pas... Parce qu'ils voient tout, ils comprennent tout, tu leur dis tout, il n'y a rien que tu. Moi, j'ai toujours fait en sorte d'essayer d'être le plus transparent possible. Tu veux t'investir dans ma boîte, tu veux avoir accès au compte, tu as accès au compte. Tu vois, tu veux faire ça, fais-le en fait. Si tu penses que tu peux faire mieux pour moi, je sais que je suis honnête, je sais que je suis transparent, je sais que je vais rien faire de mal. Donc, je suis 100% transparent. Donc, Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce style de leadership, j'aime bien. Souvent, on dit, ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qu'on peut pas partager aux réunions, qui est-ce qu'on peut faire venir à la réunion, qui est-ce qu'on peut pas venir. moi, j'aime pas ça. Et moi non plus, je suis toujours du mode, non les gars, on n'a rien à cacher. Ouais. On montre tout. Et même dans les plus grands livres justement de leadership et tous les livres qui nous permettent de nous aider à créer des équipes, etc., c'est ce qu'ils disent, transparence is the key. Je pense que c'est super important, tu vois. Et puis, tu sais, j'essaie d'appliquer ça dans tous les domaines de ma vie et je le vois, en fait, quand je vois les gens proches de moi qui me font confiance, savent comment je... Tu sais, la plus belle preuve que j'ai de ça, c'est ma femme qui se donne tous les jours corps et âme pour ça, tu vois. C'est-à-dire que je me dis instinctivement, oui, on est mariés, oui, etc. Mais c'est-à-dire qu'elle me voit réagir, elle me voit comment j'agis. Et elle se dit, en fait, moi, je suis prêt à donner ma vie pour cette personne parce que je vois qu'elle est honnête, sincère, et je l'ai vu agir dans plusieurs moments de sa vie, et elle a toujours été, et j'ai pareil, en fait, il y a quasiment toute ma belle famille qui travaille avec moi. Et ça, c'est quand même super valorisant. Ah ouais. Donc, ouais, ils sont 4. Et ils peuvent tous les 4. Très bon ça. C'est super chouette. Allez. Bon, on veut prendre une deuxième citation là. Hâte de voir ça. Alors, les obstacles ne sont que des tests conçus pour mesurer le sérieux avec lequel vous souhaitez obtenir les récompenses que vous recherchez. Pas mal, ça. All right. Qu'est-ce que ça t'inspire ça? Est-ce que tu as déjà eu des obstacles? Parce que les gens, ils croient que la vie, c'est facile, tu vois. Et l'entrepreneuriat, c'est... Alors, je pense qu'il y a une phrase de Damso que j'adore, qui est ne crois pas que c'est dur, ne crois pas que c'est simple, crois juste en toi et ne crois pas les gens. Je pense pas que c'est dur ou compliqué. Je pense que juste chacun a des compétences, des connaissances et des facilités. Je prends un exemple simple. Si pour devenir riche, il fallait être organisé, toi non plus facile que moi. Par contre, sur le moyen long terme, bah, s'il faut développer une autre compétence que moi j'ai pas et que toi t'as pas, bah moi je pourrais la développer et toi tu auras peut-être plus de mal pour développer cette deuxième compétence. Je pense qu'on est plus ou moins allé si notre cerveau fonctionne tous de la même manière, sur le même pied d'égalité, et que derrière en fait c'est juste une question. Les échecs en fait, je suis pas la personne la plus croyante du monde, mais je dis toujours que en fait tes épreuves de vie sont à hauteur de tes bénédictions. Et en fait, plus tu as une vie compliquée, plus en réalité tu es béni, et plus la personne que tu dois devenir va être forte pour pouvoir affronter le monde. Moi, j'ai toujours vu la vie, je me suis dit, putain, pourquoi t'as autant de galères? Pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi c'est pas comme lui? Pourquoi c'est pas comme un tel? Pourquoi t'as pas une mémoire comme celui-ci? Pourquoi t'es pas sportif comme celui-là? Pourquoi tu grossis pas quand tu manges ça? Tu vois? Et au final, je me dis, en fait, non. T'as dû travailler sur ta mémoire, donc t'as appris. T'as dû travailler sur toi, donc t'as perdu du poids à ce niveau-là. T'as dû travailler sur ton intelligence, donc t'as dû... Et au final, tous les gens qui avaient des facilités, ben, c'est devenu des handicaps parce qu'ils les ont pas travaillés. Et donc, en fait, je pense que vraiment, les échecs et la difficulté, c'est ce qui fait les plus grandes bénédictions si on est prêt à se rendre compte de ça et si on est prêt à les surmonter. Ouais, complètement. Les personnes qui ont une vie extrêmement inconfortable, ben, ils ont créé en fait une espèce de feedback loop beaucoup plus importante parce que quand tu as des obstacles et des problématiques et des échecs, ben, en fait, tu rates. Mais effectivement, ben, faut savoir se relever pour pouvoir continuer. C'est clair que si tu te relèves pas, ben là, tu peux, entre guillemets, pas réussir. Mais à partir du moment où tu te relèves, que tu aies fait un obstacle financier, émotionnel ou peu importe, il y a pas de, enfin, c'est que du positif, quoi. C'est vraiment un état d'esprit général où tu dis, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et souvent, on dit, ah ouais, mais
Ceux sur les réseaux sociaux, ils ont des lifestyles, ils voyagent, etc. Ils ont des Lamborghini, des machins. Et en fait, ils voient le top du sommet, mais ils voient pas tout ce qui s'est passé avant. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour moi de faire venir des personnes comme toi. Parce que c'est vrai que tu as un super lifestyle. Je pense que les gens, ils doivent vraiment adorer le style de vie que tu as, Marvin, mais ils sont pas conscients des efforts que tu as fournis pour obtenir ce que tu as aujourd'hui. Et je suis certain d'ailleurs que ce que tu as obtenu, c'est loin de ce que tu vas encore obtenir bientôt. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors, moi, j'ai toujours été, tu sais, il y a un truc que je n'ai pas, un sentiment que je j'ai pas ou que j'ai plus depuis que je suis conscient de beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à plus l'avoir, c'est la jalousie. Hmm. Depuis que je suis conscient qu'en fait, c'est ma faute, je suis plus jaloux de personne. Je sais reconnaître j'ai un somme personnel. Je vais prendre un gars qui est plus jeune que moi, qui a fait mieux, je vais lui dire: «Ah putain, Ouais. bien joué». Genre, en gros, j'ai le seum contre moi, mais je vais pas avoir le seum contre la personne ou la haine, toi. Et je me dis: «Putain, bien joué». Et je me dis: «Faut que j'aille voir ce mec pour voir comment mieux faire». Et pourquoi je te partage cela? C'est parce qu'en fait, moi, je connais ma vie par cœur totalement, je sais tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Et je me dis: «En fait, comment quelqu'un peut être jaloux de ça?» Genre, en fait, je me dis vraiment avec honnêteté et sincérité, comment tu peux être jaloux de ça? C'était horrible. Genre, c'était vraiment horrible, toutes les périodes par lesquelles je suis passé. Et en fait, je pense qu'un des seuls sujets pour lesquels je suis prêt à perdre du temps et débattre, c'est si quelqu'un me dit, ouais, tu mérites pas ce que t'as, ou ouais, je suis jaloux, ou machin, etc. Parce que je pense que je vais pouvoir démontrer par beaucoup de personnes qu'en général, avec objectivité et pragmatisme, qu'ils avaient les meilleures cartes à la base. Ne serait-ce que je vois pas comment tu peux être blanc en Belgique et m'envier. Je me dis, c'est pas possible, t'as déjà des meilleures cartes à la base. Tu vois, non, mais c'est vrai, les gens se rendent pas compte à quel point le racisme est encore présent dans les affaires. Alors, je vois pas comment tu peux avoir un être dans une meilleure situation géographique que moi. Par exemple, tu es né à Bruxelles, je suis né en campagne. Comment tu peux m'envoyer? T'avais plus d'opportunités qui étaient à côté de toi. Tu vois, moi, je suis dans une famille où on était à moins de 1000, tu vois. Donc, je suis né dans une famille endettée. Alors, en fait, si tu veux, quand je réfléchis à tout ça, je me dis, mais comment des gens peuvent en fait se dire: «Je vais déjà eu de ce mec». Genre, mec, si tu voulais ta Lambo, si tu voulais tes voyages, si tu voulais ton latin, en fait, ça à ta portée. Il fallait juste te sortir les doigts, aller te casser les dents, pas trop réfléchir à ce que les gens pensent de toi et avancer. Et du coup, ouais, j'arrive pas à comprendre, j'arrive plus à comprendre Ouais. parce que je ne suis plus jaloux de personne, mais vraiment de personne, parce qu'en fait, je sais que c'est moi le problème. Mais je pense que la plupart des gens sont jaloux parce qu'ils pensent que c'est pas eux le problème. Ouais. Et c'est plus simple de jalouser, de dire: «Ah ouais, tu vois Arnaud, bien franchement, quelle belle réussite». Enfin non, que j'ai plutôt tu vois l'inconscient? Tu vois l'inconscient ou pas? Tu C'est incroyable. Non, tu vois l'inconscient, parce que moi l'inconscient, ça c'est une belle réussite, tu vois? Et plutôt que de dire: «Ouais non, je suis jaloux et cetera, nanani», c'est pas ça en fait, tu vois? J'aime pas ça en fait. Parce que je trouve qu'être jaloux de quelqu'un, ça veut dire de ne pas se remettre en question, et de ne pas se remettre en question, ça veut dire de ne pas avancer. Ouais. Alors évidemment, mais il y a un truc qui est vrai, tu as des gens qui ont plus de chance que d'autres. Bien sûr. Mais la chance de rencontrer la préparation. Et si tu es préparé, c'est que tu as travaillé. Donc tu mérites ce que tu as. Je suis complètement d'accord avec toi sur ce principe d'autoresponsabilité. Si t'arrive quelque chose dans ta vie, c'est toi, que ce soit positif ou négatif. Et t'as ressenti du racisme, toi, dans ta vie entre voilà. Beaucoup. Ouais. Encore beaucoup. Ça te dérange de donner Un bête truc. un truc ou Non, quoi? mais un bête truc pour que tout le monde prenne. Par exemple, l'endroit où j'habite, moi je loue, hein. Donc je loue ma maison. L'endroit où quand j'ai voulu rechercher un appartement, parce qu'on a revendu en fait le premier bien, euh, quand j'ai recherché un appartement, je me suis rendu compte que, ah ouais, putain, je me suis dit, Ouah, c'est limite, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, c'était super limite. Et en fait, finalement, on a eu quelqu'un, donc ma femme, moi, est d'origine marocaine. Et c'était encore ethnique, parce qu'en vrai, la personne nous a donné la maison, parce qu'en gros, ma femme était marocaine. Mais non. Si, je te jure. Donc en fait, ça va dans les deux sens en vrai, le racisme. Enfin, le racisme. Ouais. Et je suis tombé sur un coquillot, il est exceptionnel, hein. C'est pas. Mais c'est juste que lui, il s'est dit: ah bah purée, si je peux faire plaisir à une Marocaine, eh ben écoute, je vais faire plaisir à une Marocaine, tu vois. Parce qu'il sait, je pense que c'est difficile de trouver des logements. Et en fait, pour vraiment te remettre ça, c'est qu'à l'époque, je cherchais déjà un logement quand même avec plusieurs milliers d'euros par mois de loyer. Donc, c'est pas un petit logement, entre guillemets, sans prétention aucune. Et donc, je me suis dit, dans ces budgets-là, il n'y a plus de racisme. Mais si, pour les gens qui disent que chez les riches, il n'y a pas de racisme, c'est faux. Évidemment qu'il y a du racisme chez les riches. Enfin, pourquoi il n'y en aurait pas, en fait? Parce que le racisme, ça vient de peur et de croyances personnelles. C'est pas lié à autre chose, en fait. Et donc, ouais, non, le racisme existe à tous les niveaux. Et enfin, quand tu veux faire des affaires, quand tu veux faire des trucs, c'est très compliqué. Putain, c'est fou ça. Je vais te dire quelque chose qui va te faire rigoler. C'est que moi, à l'inverse, quand je veux louer un bien, genre chaque fois, ma femme, elle en rigole parce que genre, ils nous demandent même pas les fiches de salaire. Pouah.
Genre, et chaque fois, ma femme, elle rigole quand on est dans un dîner avec des potes et tout. Elle dit, mais toi, voilà, t'es blond avec les yeux bleus, tu présentes bien, machin. Et je te jure, on a loué 3-4 appartements sur les dernières années en Belgique. Même il y a un gars, un jour, on est parti voir. Pas de fiche de salaire, 1 mois de garantie locative. Je fais là, ok. Franchement, ouais, c'est dingue d'entendre ça en tout cas. Alors, j'en fais pas une généralité, parce que ça, c'est important, parce que je suis tombé. Donc, moi, j'ai eu que 2 proprios dans ma vie. Et les premiers proprios, c'était des gens extraordinaires. Donc, quand je dis extraordinaire, c'était extraordinaire. Les mecs, ils partaient au Portugal. D'ailleurs, ils m'ont envoyé un petit message ici récemment. Ils partaient au Portugal. Ils partaient vite, genre, il fallait 1 mois. L'appartement était sur 5 ou 6 agences. Je suis arrivé. Ils m'ont fait confiance. Direct. Ils m'ont laissé payer la caution en 2 mois. Ok. Et après, ils ont eu des problèmes pendant 4 ans. Je suis resté là, etc. Mais c'était des gens vraiment très, très bien. Donc, c'est pas une généralité, mais je sais que c'est plus dur. Je suis un 80-20, en fait. Ouais. Les gens qui restent sur le marché sont des personnes extraordinaires, mais la majorité. Et j'ai envie de te dire, tu me vois arriver. Moi, je suis pas quelqu'un de particulièrement bling-bling quand tu me vois arriver la première fois. Donc, tu pourrais te dire, ah ouais, purée, l'Africain. Tu sais, les stéréotypes, hein. Ils vont faire à manger chez moi, ça va sentir la Non, mais je peux comprendre, tu vois. Vraiment, en fait, je peux comprendre parce qu'il y a eu des antécédents. Donc, j'en veux même pas, ces gens-là. Là où je leur en veux, mais c'est parce que moi, je suis totalement différent, c'est de me dire, fais peut-être l'effort d'essayer de comprendre ou de regarder qui est la personne. Mais bon, je peux comprendre qu'ils se disent, bon, il y a assez de locataires, j'ai pas envie de faire l'effort, etc. Donc, j'en veux même pas au pays, au système ou quoi que. La vérité, c'est que je m'en contrefiche. Ce qui est important de dire, c'est que oui, le racisme est présent, mais il faut pas en faire c'est pas une raison pour rater, quoi. Donc, ouais. Ouais. Moi, en tant que propriétaire, je suis vraiment. Je trouve qu'il y a quand même encore un côté très social. C'est vrai qu'on fait du business, on fait de l'argent avec l'immobilier, mais il y a quand même un côté social. Et moi, il y a encore 4 ans, je faisais moi les visites moi-même. J'ai jamais, mais au grand jamais, refusé une personne parce que c'était sa couleur de peau ou son nom de famille. Moi, je le dis toujours même aux personnes qui gèrent le patrimoine immobilier, je leur dis, c'est la personne qui compte. Par exemple, j'ai une fille, CPS, 21 ans, un enfant. Personne ne la voudrait. Ouais. Bah, la meuf, elle est chez moi depuis 4 ans Ouais. et elle paye et tout est nickel. Juste parce que j'ai pas mis cette barrière en fait par rapport à la situation ou par rapport à la couleur ou par rapport au nom. Je lui ai juste, elle est venue à la visite comme tout le monde et je l'ai écoutée, j'ai parlé avec elle, j'ai ressenti, j'ai eu le feeling. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que je la prenne pas, quoi. Elle m'a l'air très très bien, let's go. Et bon, ça demande aussi de savoir ressentir les personnes, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément facile parfois, mais dès la barrière d'entrée, directement supprimer les personnes d'une certaine couleur, je trouve ça vraiment très grave encore. Écoute, en fait, c'est comme tout. Genre là, on en parle, genre comme c'était normal, mais il y a quelques années, enfin, les noirs et les blancs, ça c'est même pas dans notre bus, tu vois. C'est pas si longtemps que ça. Donc en fait, je pense que comme tout, ça évolue. Et derrière, malheureusement, heureusement, on a du retard en tant qu'étranger, ce qui est une réalité. Et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de se prendre la tête à essayer de nous partager. J'ai pas envie que ça mal interprété, mais j'ai envie de dire nous éduquer au code du coup de l'endroit où on est. Et du coup, ils préfèrent juste dire allez, on se débarrasse de ces singes et on s'en éduque pas, quoi. Donc, Est-ce que tu penses que si tu avais été blanc, tu aurais eu la même vie qu'aujourd'hui ou pas? je ferais beaucoup plus. Ouais. Bravo. Ça, en toute objectivité, j'aurais beaucoup plus. Et j'aurais fait beaucoup mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses en gros derrière que j'aurais eu accès beaucoup plus rapidement. Donc, voilà. Et le fait, par exemple, de faire des choses en Afrique, ce serait quelque chose qui pourrait t'aider à te développer ou c'est peut-être pas l'envie, hein, parce que je sais que tu as aussi un projet des États-Unis qui. Ouais. Alors, en fait, j'aime beaucoup l'Afrique et je pense que il y a un moment dans ma vie où je vais travailler en Afrique parce que je sens le besoin d'aller travailler là-bas et d'aller créer de la valeur. Alors, est-ce que ça sera, comme dit tout le monde, le rêve africain? J'en sais strictement rien parce que je suis plus dans les notions de rêve. Aujourd'hui, j'ai déjà tout ce que je veux, tout ce que je voulais faire. Mais plus en objectif personnel, ça me ferait vraiment plaisir d'aller créer de la valeur là-bas, d'apporter des choses que moi j'ai appris, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et pour améliorer ou juste travailler différemment que certains process de là-bas. Parce qu'il y a rien à faire, le gros problème de l'Afrique, et moi ce qui me freine, c'est que je suis tellement habitué maintenant au système belge que je suis habitué, tout est carré, de préciser. Moi par exemple, j'ai jamais fait de cash dans aucune de mes boîtes, tu vois. Et en Afrique, je pense que j'ai l'impression que 50% des transactions sont déjà en cash. Donc déjà là, ça me met de la charge mentale et des trucs que j'ai pas envie spécialement de faire. Par contre, ouais, s'il y a des rôles ou des choses importantes où je peux contribuer, que ça soit aussi bien, parce que moi je suis indien sénégalais, donc aussi bien en Inde qu'au Sénégal, il y a plus de chances que je contribue au Sénégal parce que j'ai plus d'attaches et parce que c'est la même langue. Mais ça sera vraiment le plaisir. Donc voilà. Très bon. On va passer à la prochaine phase du podcast. Yes. Paris.
Et là, attention, je vais devoir mettre un chrono. Ouais, faut qu'on aille vite. Ouais, faut aller vite, mais il faut donner des bonnes informations aussi. Ok. Donc, le dernier invité qui était Jérémy, lui, il a fait 2 minutes 29 Ok. pour à nouveau 12 questions, plus ou moins. Ok. Et donc, ici, tu dois répondre par oui, non, ou un mot très bref, et puis quand même une petite explication. Ok. Toujours une petite explication pour qu'on comprenne ce qu'il y a derrière. Je suis Donc, content parce que je suis un compétiteur. C'est marrant parce que tous les invités que j'ai abordés actuellement, c'est tous des compétiteurs. Mais je pense qu'on est tous, hein, à des degrés différents, tu vois. Ouais. On est tous. On pourrait débattre là-dessus, en fait. On va tiens. Allez, attention, je lance le chrono et c'est parti. Première question. Penses-tu que tous les problèmes peuvent se résoudre avec l'éducation? Oui. Parce qu'en fait, je pense qu'en général, les problèmes sont liés à un manque d'information. Parfait. Penses-tu que les morning routines sont surcotées? Oui, à mort, c'est bullshit. Mais c'est mieux que ta routine de base quand tu commences. N'importe qui peut réussir avec de la discipline? Il faut qu'elle croise la chance. La préparation doit croiser la chance. Très bon. As-tu regretté d'avoir dit oui à une opportunité un jour? Non, jamais, parce que je pense que si je voulais le faire, c'est que j'ai les informations nécessaires pour pouvoir le faire. Très bon. Penses-tu qu'on apprend plus dans l'échec que dans la réussite? Non, je pense pas qu'on doit rater pour réussir. Ouais. Tu penses qu'on peut être productif sans planifier sa journée? Je pense qu'on peut être positif sans planifier sa journée, vu que c'est mon cas. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Entrepreneur, c'est une compétence que pas beaucoup de gens. En fait, c'est des skills qui sont pas très connus et du coup, ils sont pas très mainstream, mais c'est comme le foot en fait. C'est genre des compétences à part que tu as à la naissance, quoi. C'est des prédispositions. Prédispositions, pardon. Très bon. As-tu déjà eu envie d'abandonner tes projets? Moi, jamais. As-tu déjà été jaloux d'un concurrent? Non, jamais non plus. Penses-tu que l'argent est une mesure fiable du succès? Oui. Parce qu'en fait, tu gagnes de l'argent, c'est-à-dire que tu as créé de la valeur et tu fais bien ton boulot. Tu n'en gagnes pas, bah, en gros, c'est l'arcade pas très fort. Malheureusement. Très bon. Tu as déjà dépenser de l'argent juste pour impressionner quelqu'un? Quelqu'un, non. J'ai déjà dépensé de l'argent pour pouvoir avoir accès à des réseaux que j'aime pas avoir accès. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose qui ne te plaisait pas pour gagner de l'argent? Plein de fois, tout le temps. Ok. Est-ce que tu as déjà regretté de ne pas avoir pris un risque? Non, j'ai déjà regretté de ne pas avoir développé des compétences plutôt, comme celles qu'on est en train de faire en ce moment. Très bon. Collaborer, c'est mieux que travailler seul? Bien sûr. C'est beaucoup mieux de travailler en équipe. Travailler avec des amis ou de la famille, est-ce que c'est une bonne idée pour toi? C'est la meilleure chose, parce qu'il y a des intérêts personnels à croiser même. Hmm. Si les boîtes sont bien définies. Ouais. Tu t'es déjà senti coupable de prendre des vacances? Non, jamais. Parce que j'en prends pas. As-tu peur de l'échec? Non, pas du tout. J'adore l'échec. Penses-tu que la meilleure partie de ta carrière est passée? Non, la meilleure dans l'année. Parce que je suis en train de travailler sur les fondamentaux en ce moment. Parfait. 2 minutes 25. Oh, c'est dur, hein? Ouais, c'est dur, c'est dur. Mais franchement, t'as bien géré, t'as bien rebondi et tout sur les questions, c'était J'ai essayé d'être le plus d'apporter de la valeur en fait. très très bon. Alors, je vais répondre oui, non, oui, non, mais. De toute façon, au bout d'un moment, le nombre de mots n'est pas extangible, donc parce que la Z sera toujours la même. Est-ce que, je sais pas si t'as retenu une question ou une question qui a pop-up dans ton esprit qui était en mode, j'aimerais bien développer là-dessus. Sinon, je vais en reposer 2-3 où je pense que ça pourrait être bien qu'on en débatte un petit peu. Je vais te laisser en reposer 2-3 parce qu'il n'y en a pas une qui m'a marqué un. N'importe qui peut réussir avec de la discipline et est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Je me dis que ça peut être peut-être bien d'aller deep un peu. Laquelle tu veux qu'on Est-ce que n'importe qui peut réussir avec la discipline? Est-ce que n'importe quel entrepreneur peut réussir avec la discipline? Oui, sûr. Ouais. Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, en fait, tu vas amener de l'innovation dans des idées qui existent déjà. C'est ça l'entrepreneur en vrai. Et après, l'entrepreneur, il a du leadership, il a juste développé. En fait, c'est comme un footballeur, vraiment. Il a des choses à la base. Alors après, est-ce qu'il va se retrouver en Anderlecht ou est-ce qu'il va se retrouver au Real Madrid? Ah, le champ pour le dire, j'ai envie de te dire, il est énorme. Je pense pas que les gens, quand toi, t'as été en plus dans le foot, en gros, c'est super compliqué de définir à la base. T'as des gens très talentueux qui vont jamais aller très loin, et t'as des gens talentueux moyens, mais qui au final, qu'est-ce que tu penses de Karim Benzema? Alors, je t'avoue que je sais pas sur Karim Benzema, mais j'ai un exemple qui est très flagrant. J'étais au Standard de Liège et j'ai joué avec un joueur qui s'appelle Eliakim Mangala. Eliakim Mangala, voilà, il a joué à Manchester City, Valence, une très belle carrière. Eliakim, quand je l'ai connu, moi j'étais déjà en équipe première et lui, il arrivait, il était nul. Tu lui envoyais la balle, genre la balle littéralement elle rebondissait sur son pied, tu vois. Ça partait comme un jouet, tu vois. C'est une dinguerie. Et
Par contre, le gars, c'était le premier à être dans la salle de sport le matin. C'était le dernier à sortir du vestiaire parce il s'était entraîné encore plus, il avait couru encore plus, etc. Et il y a un truc qui m'a toujours choqué sur lui. Et un jour, on se faisait entraîner par Sergio Conceição, qui est une figure d'autorité du football portugais. Intouchable, le gars. Tu lui parles pas, tu vois. Tu lui parles pas trop. C'est notre coach, notre T2. Et genre, tu lui parles bien, tu vois. Quand tu lui parles, tu parles bien. Et parfois, il s'entraînait avec nous. Quand il s'entraînait avec nous, tu fais attention. Tu le bouscules pas trop. Et Eliakim Mangala, un jour, il y avait un ballon à 1,5 m. Il y avait Eliakim et Sergio. Oh, il a pas regardé si c'était Sergio ou pas. Il l'attaquait à la gorge, frérot. Et puis, je me dis, tu sais quoi, Sergio, il s'est embrouillé. Bagarre. Ils se sont dit quoi? On se bat comme des hommes. On se bat comme des hommes. Tout le monde, laissez-nous, on se bat comme des hommes. Et ce jour-là, ça m'a choqué ce truc. Parce que j'étais en mode, putain, il a des couilles, lui. Il est pas bon footballistiquement, mais il a des couilles. Et le gars, Manchester City, Valence, il a une super carrière. Et pourtant, j'étais peut-être 100 000 fois meilleur que lui en termes de qualité. Pourtant, lui, il a une carrière qui était beaucoup plus grande que la mienne. Donc, Incroyable. Donc ouais, sacrée histoire. Toi, c'est vrai qu'avec le foot, tu as dû en fait, voir beaucoup de choses. En fait, ce qu'il y a de bien avec le foot, en fait, ce que j'aime avec le foot, malgré le fait que j'ai pas envie que mon fils en fasse, c'est qu'en fait, tu te rends compte vite de la place du talent, de la discipline, de pas mal de choses. Alors, tu as des gens, des Neymar, ils sont hors catégorie. En fait, parce qu'en gros, quand le talent est trop fort par rapport à tout, le talent, il bat tout. Tu vois, ça, c'est un fait. Par contre, il faut rencontrer le talent et la coopération profonde, c'est assez intéressant comme cocktail. Et il y a des gens, malheureusement, en fait, oui, t'es bon, mais si tu fais pas les efforts pour, ça marchera pas. Ouais. Et donc, et je pense que c'est d'ailleurs le problème de beaucoup d'entrepreneurs, hein. Donc, ou de personnes. C'est pas que t'es bon ou mauvais, c'est juste qu'en fait, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, et puis à un moment, boum. C'est comme maintenant. Cette année, je disais, on a gagné plus d'argent que jamais, alors que j'ai jamais aussi peu travaillé opérationnellement dans une boîte. Mais c'est parce qu'en fait, toutes les actions du passé ont été mises en place et les gens savent ce que je peux faire parce que j'ai produit dans le passé. À l'époque, il fallait faire énormément pour gratter un tout petit peu, quoi. Donc, ouais, c'est plus compliqué. Je reviens sur ce que tu disais, Marlene, c'est intéressant parce que j'ai jamais entendu ça de la part de quelqu'un d'autre. Tu disais que être entrepreneur, on a ça intrinsèquement en nous. Est-ce que tu peux développer quel genre, qu'est-ce que tu penses réellement par rapport à ça? Alors, en fait, moi, je pense que, tu sais, j'y ai appris avec le temps. Parce que j'essaie d'être le plus logique et le plus pragmatique par rapport à tout. Et je trouve ça hyper malsain que des gens disent à d'autres, vous êtes des merdes pas motivés et c'est pour ça que vous gagnez pas d'argent. En fait, pendant des années, et je pense que ça vient de ce qu'on se dit à nous-mêmes. Moi, ce que je me disais en tant que personne, tu vois. C'est un peu violent comme propos, mais c'est ce que j'ai besoin pour avancer. J'aime bien utiliser un genre de motivation, on va dire. Et du coup, en fait, avec le temps, j'ai remarqué qu'en fait, j'ai des prédispositions de base qui sont beaucoup plus élevées que la moyenne. Je peux encaisser du stress, je peux l'idée, je peux vendre, je peux faire des choses que la majorité des gens ne savent pas faire. Je peux aller au contact des autres facilement. Je peux être beaucoup plus réactif, je peux créer des bulles donc de focus. En fait, Et tout ça, c'était intrinsèquement toi ou tu les as développés Ou il y avait des petites graines et Non, puis ça s'est intensifié parce que exactement. Je pense qu'à la base, tu frappais pas comme tu frappais au foot, tu vois, donc tu frappais bien au début, mais à force de frapper, tu frappes, à un moment, tu frappes tellement bien que tu te dis, mais putain, comment c'est que je frappe comme ça? Je pense que non, c'est des choses qui sont intrinsèques. Mais c'est beaucoup plus développé que ce que les gens pensent. Donc, il y en a beaucoup plus que ce qu'ils pensent, parce que c'est des choses, entre guillemets, mais voilà, il faut pas. Pour moi, c'est intrinsèque. Tu es entrepreneur, tu nais entrepreneur. Tu ne deviens pas entrepreneur. Je sais que c'est pas très bien perçu de dire ça, parce que beaucoup de gens, mais il faut juste que les gens arrêtent d'être aussi méchants avec eux-mêmes s'ils n'ont pas les compétences. C'est comme si moi, je m'étais battu contre moi-même pour dire putain, je suis pas un basketteur pro, je comprends pas, etc. Non, en fait, c'est parce que t'as pas les compétences. Et je pense que ouais, être entrepreneur, c'est pareil. C'est des compétences. Et moi, ce que je me demande, c'est. Parce que moi, j'ai toujours été un. Je m'estime pas être plus intelligent que quelqu'un d'autre. Par contre, je m'estime être quelqu'un de très obstiné et très travailleur. Et je me dis, est-ce que tout le monde pourrait, avec le travail, la discipline et la rigueur et l'obstination, quand même arriver à avoir n'importe quel résultat finalement? C'est une question qui me bouleverse parfois, parce que parfois, quand je rencontre des personnes, par exemple à travers mon accompagnement, parfois je me réfléchis, je me dis, mais pourquoi il y en a qui ont un super succès et pourquoi il y en a qui n'ont pas? Pour prendre le cas typique de ton accompagnement, je suis pas sponsorisé pour dire ce que je veux dire, mais c'est quoi la promesse que tu fais? C'est 5 000 € par mois? Non, nous, on aide les Belges à investir en immobilier locatif et à ce qu'ils génèrent une opération à cash flow positif et qu'ils deviennent des investisseurs pour qu'ils continuent. Ok, très bien. C'est impossible en Belgique si tu es accompagné et que tu as vraiment envie, donc faut pas avoir, tu peux avoir 2-3 pleurs, c'est normal, de ne pas, par exemple, acheter avec toi et de ne pas faire une opération cash flow positive. Si tu as
les fonds de côté, enfin, je sais même pas si tu fais comme ça, mais moi, je vais prendre ma vision. Si tu as un minimum de fonds de côté, tu as un salaire, donc des revenus. Sur les plans en 2015, où on pouvait acheter sans revenus. Mais donc, ça veut dire que ça pouvait même se faire sans revenus à l'époque. Tu es accompagné par quelqu'un comme toi, c'est impossible que tu puisses pas acheter, en fait. C'est impossible que tu puisses pas le faire. Ce qui est différent après, c'est de savoir si tu vas en acheter 100, si tu vas en acheter 2, si tu vas en acheter 15, si tu vas en acheter 50. Ça va dépendre de ce que tu es, de ce que tu vas faire. Mais et par contre, il y a des gens, tu prends ce que tu veux, ils auront toujours peur. Ils auront toujours peur, mais parce qu'ils ont peur de beaucoup de choses. Et donc, en gros, derrière, bah, eux, ils n'y arriveront jamais. Mais cette peur-là, elle est intrinsèque aussi à eux. Toi, ils ont peur, c'est à l'intérieur d'eux, c'est plus fort qu'eux, en fait. Ouais. Et je Mais pense moi, que je pense qu'ils peuvent changer ça, les gens. Tu vois, je pense qu'ils peuvent, en faisant un travail sur eux-mêmes. Moi, j'ai l'impression que ce qui se passe dans la majorité des gens, Marine, c'est qu'en fait, ils sont pas encore arrivés à un stade d'être juste conscients que la vie qu'ils mènent, en fait, elle est pas alignée avec ce qu'ils voudraient vraiment. oui, Et du coup, il y a un premier stade où ils doivent dire, ah putain, mais en fait, c'est vrai que ma vie, elle craint. Et est-ce que j'ai envie de changer? Ça, c'est pour moi, c'est la deuxième phase. Et si tu as envie de changer, tu dois te dire, est-ce que tu es prêt à fournir les efforts qui vont te permettre d'obtenir les changements que tu souhaites? Donc ça, c'est encore une autre phase, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, rien que sur cette phase-là, tu perds je tout. crois que 95% en fait, ils y vont pas. Là, tu perds tout le monde. Mais en fait, regarde, toi, aujourd'hui, tu sais, il y a un ami commun qui est Julien. Ouais. Julien, il y a un truc qui est fou pour lui. Genre, c'est sa shape. Genre, il peut pas être gros. Il peut pas grossir, il peut pas. Genre, il peut pas. Moi, je m'en contrefiche, tu vois. Par contre, je veux pas être pauvre, tu vois. C'est impossible. Je peux pas gagner moins d'argent, plate. Mais en fait, c'est intrinsèque à lui, c'est intrinsèque à moi, tu vois. Ouais. T'as sûrement aussi tes tics comme ça. Et en fait, ce que je veux partager avec toi, c'est que, en fait, on a des choses à l'intérieur de nous qui sont plus forts que nous. Moi, je pense que quelqu'un peut traverser cette peur-là si, et seulement si, à l'intérieur de lui, ben la volonté de vouloir gagner plus d'argent est vraiment plus forte que sa peur. Et si c'est en étant accompagné, tu peux arriver à dépasser cette peur-là, tu vas le faire. Mais si en réalité c'est juste un fantasme, tu vois, par exemple, je sais pas, je prends un exemple ça, ah, j'aimerais trop avoir toute la rue ici comme bâtiment. Je le dis parce que ce serait cool, en vrai, j'aimerais bien. Et tu me connais, c'est possible. Mais la réalité, c'est que je vais jamais faire les efforts pour et que, voilà. Par contre, si un jour je rencontre un mec qui me finance, un mec qui me le vend, un avantage, un financement plus facile, etc. Ben, je vais le faire, tu vois. Mais ça doit, tu vois, il faut, parce que j'ai envie, mais il faut que ça dépasse de fantasme, en fait, tu vois. Et il y a des gens, bah, eux, ils vont chercher le mec pour financer, ils vont chercher le mec pour vendre des bâtiments, etc. Donc, en fait, ça dépend juste de ton degré d'envie. Ouais. Mais je pense que, ouais, je pense pas que tout le monde peut le faire, mais c'est pas de leur faute, c'est parce que c'est pas, en fait, Ouais. en eux, quoi. Ouais, ça me fait dire que ce que tu veux dire, c'est finalement que, bah, en fait, ils sont pas suffisamment motivés pour faire les actions. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une motivation profonde en eux qui leur permettent pas de faire les choses. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat ou de l'immobilier, c'était pas pour acheter de la brique ou c'était pas pour générer des quelques euros en plus, tu vois. C'est parce que je voyais mes parents qui avaient une vie de merde et que tout simplement, ben, j'avais pas envie de suivre le chemin qui suivait. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir une autre vie? Et, et ouais, je pense que en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont un minimum de succès ou qui ont juste une petite flamme de bonheur dans leur vie, c'est des personnes qui ont été capables de travailler sur eux-mêmes et de travailler sur ce qu'ils voulaient vraiment avoir et de déjà se projeter sur la vie qu'ils voulaient réellement, en fait, finalement. Mais tu as dit un truc qui est super intéressant, tu as dit, il faut que les gens se conscientisent déjà qu'ils ont une vie pourrie. Moi, toi, on en a pris conscience. Tu l'as peut-être dû à travers tes parents, moi je l'ai à travers ma vie. En fait, si tu veux, il faut avoir cette conscience-là. Il faut, c'est des mots forts, tu vois. Enfin, dire à tes parents, je veux pas à quoi, je veux pas, les personnes les plus importantes de tes yeux, tu leur dis, je n'ai pas envie de ce à quoi vous aspirez, là, ça que vous faites, franchement, c'est pas pour moi. Bah, il faut déjà le conscientiser, puis ensuite il faut le vivre, puis après il faut avoir les débats avec eux, c'est fatigant. Exact. Il faut se débarrasser de ses amis, il faut se débarrasser de ces trucs. Enfin, c'est chiant en fait, tu vois. Donc en gros, si c'est pas un truc qui te dépasse, moi j'ai un t-shirt en dessous, tu vois, c'est réussir ou mourir. Parce que c'est vraiment le cas, en fait. Et hier, on était avec un ami qu'on a en commun, qui a lui a traversé un drame personnel dans sa vie. Et il me dit, ouais, Marvin, fais attention, toi, t'es pas à l'abri aussi de drame personnel. Je dis, en fait, t'as pas compris. Je dis, en fait, moi, je m'en fous. On peut me retirer une jambe, je vais faire des phrases de motivation sur les gens qui n'ont pas de jambes. C'est ça. En fait, c'est plus fort que moi. Alors oui, ça va me faire chier, etc. Mais dans ma vie, Marvin ne se victimise pas. Exact. Et Marvin ne se victimisera jamais, même sans jambes, en fait, tu vois. Donc après, si j'ai plus le contrôle de mon cerveau, c'est différent. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça, il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en préserve, mais la réalité, c'est que je connais mon caractère, je sais comment je vais rebondir par rapport à ça. Et je vais jamais me laisser tomber, tu vois. J'aurais plus de difficultés, mais ça tombe bien. C'est comme ça depuis le début. Ouais, c'est ça. J'ai
J'ai eu une discussion dernièrement avec des amis qui sont entrepreneurs, qui ont un très très gros succès. Et ils ont un de leurs enfants. Je serais assez curieux de voir ce que tu en penses, vu que t'es papa, toi. D'ailleurs, j'aurais une question là-dessus aussi. Il y a un de leurs enfants qui a une maladie grave, pas très connue, et genre, ouais, il a 2 ans ou 3 ans, l'enfant, et il va certainement mourir. Et on avait une discussion, et je disais à la maman, je lui posais la question, je disais, ben, enfin, comment tu vis ça, quoi? Et genre, elle m'a choqué, mais c'était trop bizarre quand elle m'a répondu, et je me suis dit, enfin, encore aujourd'hui, je suis tourmenté par rapport à sa réponse. Elle m'a dit, bah non, c'est comme ça. En tant que maman, tu vois. Donc je rebondis un peu c'est un level de fou, tu vois, par rapport à ce que tu dis, mais je me dis, mais quel niveau de conscience elle a pour arriver à se dire, mon enfant peut peut-être mourir, mais je suis juste impuissante par rapport à ça, je peux rien y faire. Et voilà, ma vie doit continuer. C'est un peu hard comme ça, mais je me demande vraiment qu'est-ce elle a dans sa tête, qu'est-ce qui la feed pour qu'elle puisse surpasser déjà ça, tu vois. Alors, je pense que dans la vie, il y a 2 types de combats. Tu as les combats que tu peux mener, il y a les combats que tu peux pas mener. Si tu sais, là, aujourd'hui, il neige, on peut rien faire. Je te jure, on peut faire ce qu'on veut, on peut pleurer, on peut crier, on peut faire ce qu'on veut, on va rien faire. Tu parlais d'un enfant qui meurt. Moi, aujourd'hui, je me prépare psychologiquement à ce que ça arrive. Alors, est-ce que ça va pas arriver? Est-ce que ça va arriver? J'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est que si ça m'arrive, il faut que je sois là pour ma femme, il faut que je sois là pour ma famille, et il faut que je sois là pour tout le monde. Donc, et tu sais, ce qui est fou, c'est qu'on est devenu aussi beaucoup plus fragile avec le temps. Moi, le premier, hein, si mon fils il meurt, je me dis, oui, voilà, je vais pas te mentir que pendant quelques semaines, quelques mois, je ne vais pas être la même personne. Mais au bout d'un moment, le naturel, les chasses naturelles, il reviendra au galop. Mais ce que je partage avec toi, c'est qu'on est devenu tellement fragile, c'est que moi, ma mère, elle a dit, mais en fait, avant toi, enfin, je vais pas y perdre un enfant. Ou mes tantes, elles ont perdu des enfants. En fait, il y a 30, 40 ans, on n'avait pas la médecine d'aujourd'hui, mais les gens perdaient beaucoup plus d'enfants. C'est ça. Et ils en faisaient pas le cinéma que moi je pourrais faire aujourd'hui, ou peut-être que toi tu pourrais faire aujourd'hui, parce qu'on n'a plus l'habitude en fait de ça. Moi je pense que la réaction de cette personne est très courageuse déjà, parce que c'est des choses qui sont très personnelles et les gens le vivent de manière totalement différente. Mais tu sais, pour reprendre l'exemple des enfants, c'est que, tu sais, quand ton enfant il tombe pour la première fois, le réflexe de base, moi je le vois, le seul moment où je perds en fait mon stoïcisme et mon calme, c'est quand mon enfant fait un truc bizarre. Tu vois, il fait un mouvement au coin, je suis ah ça, mais si, mais celui-là, il a jamais fait. Oh, pourquoi il fait? Maintenant, il peut se passer des dingueries, il fait rien. Mais là, l'autre, il bouge un petit doigt, ça y est. Et en fait, je pense que c'est en fonction des gens autour de toi. Je prends un exemple simple. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si on connaissait 10 personnes qui ont perdu des enfants et qu'elles ont tous eu la même réaction, en fait, la manière dont quand toi, tu vas perdre ton enfant, tu vas réagir de manière différente. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'on s'imagine nous et qu'on imagine les gens qu'on connaît qui ont des super vies avec leurs enfants, tu vois. Donc, en fait, tu dis, waouh, la dinguerie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, genre, en gros, ça pourrait être classique. Et il y a des gens, moi, je reviens de Madagascar ici, ou du Sénégal plutôt. Putain, je suis sûr et certain que le taux d'échec de naissance des enfants, il doit être énorme, quoi, tu vois. Ouais. Et le pire, c'est que même des enfants qu'ils ont, ils s'en occupent pas. Donc, je pense vraiment que, autant on disait qu'il faut savoir se responsabiliser par rapport à des choses, et il faut savoir aussi se déresponsabiliser par des. Et bizarrement, j'ai l'impression que les humains font totalement l'inverse. Tu perds ton enfant, tu vas dire que c'est de ta faute, t'es pauvre, tu vas dire que c'est de la faute des autres. C'est ça. C'est pas une dinguerie! Si, c'est vrai. C'est quand même une Très bon. dinguerie, tu vois. Je pense que fait l'inverse en fait, ce que font les gens. Tu perds ton enfant, c'est pas de ta faute, c'est un fait de vie, c'est comme la pluie, c'est comme plein de choses. Par contre, t'es en surpoids ou t'es pauvre, bah c'est de ta faute à 100%, c'est quasiment sûr, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est ça le gros problème, c'est que les gens font totalement l'inverse. Ah, Tu te responsabilises, attends, tu perds ton enfant, je perds mon enfant, c'est pas de notre faute, tu vois. C'est pas de notre faute. Même s'il est sous ma responsabilité, même si je fais un truc, c'est pas de ma faute. Je suis désolé, il tombe de je sais pas où et voilà, il y a déjà eu des trucs catastrophiques avec des enfants, tu vois. C'est sûr. Et donc, des gens qui oublient, enfin, qui vont faire leurs courses, qui revient, l'enfant, il s'est étouffé dans la voiture. Là, c'est plus de ta faute, tu vois. Là, clairement. Mais je veux dire par là, c'est que des faits d'actions divers et ton enfant, il meurt, bah, c'est pas de ta faute, quoi. Complètement. Par rapport aux enfants, j'avais une question que je voulais te poser depuis le début. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être papa? C'est un peu bateau comme question, mais je serais vraiment intéressé parce que moi, je suis pas encore papa et je serais vraiment intéressé d'avoir ton insight là-dessus. Alors, être papa m'a réhumanisé. Donc, en fait, à la base, j'étais très humain. L'entrepreneuriat et les choses de la vie ont fait que je me suis totalement déshumanisé. Et mon fils m'a remis de l'humanité. Je suis beaucoup plus sensible Ok. à ce qui se passe dans le monde. Je vois un enfant, je vois plus du tout les enfants comme je les voyais avant. Ok, ouais. Ouais, je suis beaucoup plus. Donc, ça a tout changé dans ma vie. T'es plus présent. Ouais. Par contre, ouais, j'ai eu des moments. Là, je disais à ma femme, je disais, bon, je fais ce rendez-vous là, je fais ce rendez-vous là. Puis je vais chercher le petit. Il dit, ouais, mais il a 16 ans. Je vais chercher. Tu vois, donc ouais, j'ai besoin de passer beaucoup de temps avec mon fils, j'ai besoin de faire beaucoup de câlins, etc. Je pense que c'est aussi des trucs que tu. Bon, j'ai pas manqué de câlins, etc. quand j'étais petit, mais j'ai envie de partager ça avec mon enfant. Donc voilà. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup fait ça. Après,
Je pense pas que j'aurais pu l'avoir avant parce que j'étais Mmh. pas assez organisé. Aujourd'hui, il est arrivé à un parfait moment dans ma vie et de toute façon, j'ai préparé sa venue 9 mois à l'avance, comme tout de toute façon. Donc voilà, et du coup, j'ai pas en sorte de pouvoir être disponible quand il était là. Et non, c'est extraordinaire. C'est la meilleure chose de ma vie, mais vraiment top, tu vois. C'est pas la meilleure chose que j'ai faite, parce qu'en vrai, donc voilà, parce que j'ai fait plein de choses et il faut pas que j'existe à travers mes enfants, parce que c'est une erreur aussi que beaucoup de parents peuvent faire, exister à travers leurs enfants. Par contre, c'est vrai que dans mon échelle de priorité, il passe en top prio, quoi. Donc voilà. Comment tu éduques ton enfant? Quels sont les axes qui sont importants pour toi sur l'éducation de ton enfance? Bah, son environnement. C'est la chose que je contrôle le plus et je pense que c'est la seule chose d'ailleurs que je peux vraiment contrôler jusqu'à ses 18 ans. Son environnement, parce qu'à travers son environnement, c'est là qu'il va avoir les informations. D'où le fait que je te disais que j'étais pas très chaud pour qu'il fasse du foot, Mmh. tu vois? Ou des choses comme ça. Après, s'il aime le foot, il fera du foot, tu vois? C'est pas ça le sujet. Mais si je peux le préserver de plein de choses, et qui vont le tourner plus pour qu'il soit développé personnellement et professionnellement, bah, je le ferai, quoi. Après, j'irai jamais contre quelque chose qui est plus fort que lui, Bien sûr. tu vois? Est-ce que tu es le genre de papa un peu furieux en mode, tu lui prépares une série de livres, tu lui dis des trucs mindset, tu lui mets limite un YouTube quand il dort avec des phrases et tout? Tu fais des trucs un peu fous comme ça ou pas? Alors, non, et je pense pas que je ferais des trucs comme ça. Mmh. Mon fils, en fait, et pour ma femme, on a fait en sorte d'être des gens bien. Et on n'a pas envie que notre enfant soit différent de nous, en fait. On n'a pas envie qu'il ait des choses différentes de nous. J'ai grandi dans un environnement qui n'était pas du tout favorisé. Ça n'a pas permis de rattraper le coup et d'être très bien dans ma vie et dans mon état d'esprit. Ce que je veux faire, c'est essayer de lui démontrer tout par l'exemple, en fait. C'est pour ça que j'essaye d'être un bon papa, un bon mari, un bon fils, un bon beau-père, putain, un bon beau-fils, pardon, un bon beau-frère, et essayer en fait qu'à travers juste mon exemple, ils se disent: «OK, j'ai envie de ressembler». Mais pas lui faire des actions que moi j'aurais pas fait, parce que moi tu me redonnes des livres mindset à 10 ans, je serais dit: «Écoute, me faire un tour, je joue à la play», tu vois? Et en gros, j'ai pas envie j'ai envie qu'il soit juste qui repère des choses en nous et que soit qu'il les améliore, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on fait avec ma femme qui par exemple, nous, on se nourrit pas forcément de la meilleure manière, mais elle le fait avec plein de choses parce qu'on a des habitudes de quand on était plus jeune et peut-être qu'il y a des choses qui vont l'énerver chez nous et qu'il va faire totalement différemment et ça sera très bien, tu vois? Ouais. Donc voilà, et ça nous remettra nous en question. Donc je pense que ouais, non, j'essaie de faire une éducation par l'exemple, ouais, OK, et contrôler l'environnement. très bon. Est-ce que ta motivation profonde, elle a changé depuis que tu as ton enfant? Non. Non? Non, j'ai toujours la même, ma manière d'agir et comment je réfléchis est totalement différent. Mmh. Là où avant, enfin, je te dis, là, par exemple, je sais que j'ai ça à faire et je dois aller chercher mon enfin, c'est un paramètre en plus. Mais non, enfin, je suis pas plus motivé, je suis pas moins motivé, je suis pas plus truc, je suis pas moins truc, non, ça OK, a pas changé. ça change rien. Parfait. Il est venu le temps de te poser la dernière question sur ce podcast, Marvin. Si tu devais donner un conseil pour toutes les personnes qui vont nous écouter, qu'est-ce que tu leur, conseilles de faire pour qu'ils puissent, sortir le pouvoir illimité qu'ils ont en eux Mmh. et vivre leur vie de leur rêve? Alors, j'aime toujours dire 2 choses, mais je vais te dire la première qui est la plus importante, qui est: l'action paye plus que la réflexion. Mmh. Le temps de vie sur terre est très court. Donc vraiment, concentrez-vous sur passer à l'action. S'il y a des choses que vous reportez, des tâches que vous ne faites pas, soit ne les faites plus jamais de votre vie, soit faites-les dans la semaine, dans le mois ou dans l'année qui arrive. Mais sinon, passez au sujet suivant, en fait. Parce qu'en fait, vous perdez beaucoup de temps et on se rend pas compte à quel point le temps passe vite. D'ailleurs, j'ai l'impression que plus les années passent, plus le temps passe à une vitesse qui est dingue, c'est un autre sujet. Et la deuxième chose, c'est que si vous souhaitez durer dans le temps, ça c'est plus pour une deuxième catégorie de personnes, parce que vous n'êtes pas obligé de faire si c'est juste court terme et vous voulez sortir de là où vous êtes. Mais pensez plus possible bon sens et long terme des réputations, quoi. Mmh. Parce qu'en fait, les meilleures affaires et les meilleures choses de votre vie, elles arrivent le plus tard possible dans votre vie. Et que, en fait, plus c'est long, plus la chose qui arrive sera bien bon. Bon, voilà. Très bon. Merci Marvin. Merci à toi pour l'invitation.